C'est Abdou Diaw, je suis journaliste économique, enseignant-chercheur aussi à l'UCAD. Oui, merci pour la question. C'est vrai qu'il y a 3 4 mois, le monde fait face à une crise sanitaire extrêmement grave avec quand même des ramifications économiques qui sont ressenties un peu partout dans le monde. Et bien évidemment, le Sénégal n'est pas épargné par cette crise, d'autant plus que nous avons eu notre premier cas le 2 mars. Et depuis lors, l'activité économique quand même reste à genoux. Tous les secteurs, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et aujourd'hui, les conséquences qu'on peut noter à l'œil nu, c'est surtout le tourisme, le transport aérien et surtout, par exemple, le petit commerce. Et aujourd'hui, tous ces secteurs sont aujourd'hui freinés donc, par cette crise sanitaire. Et du coup, on a assisté aussi à des chômages techniques et même à des fermetures d'entreprises. Et du coup, c'est toute l'économie nationale qui est impactée. Et aujourd'hui, les caisses de l'État, en ce qu'on appelle les régies financières, que ce soit les impôts, la douane, le trésor, ces régies ont ressenti effectivement ces contre-coups marqués donc, par la chute des recettes. Et aujourd'hui, l'un des 2 premiers chiffres qui ont été donc annoncés, c'est la baisse du taux de croissance du Sénégal. En fait, c'est les prévisions qui sont attendues, le taux de croissance qui va passer de 6% à moins de 3%. Et ce n'est que le résultat des contre-coups qui sont notés sur l'activité économique nationale. Et l'autre chose à souligner, c'est surtout aujourd'hui, c'est le monde de l'emploi. Le monde de l'emploi, il y a beaucoup de gens qui sont partis soit en congé forcé ou bien même en chômage donc, technique. Et aujourd'hui, on a besoin quand même que la situation puisse passer pour retrouver donc, une stabilité et vers une relance de l'activité économique. Bon, c'est 2 choses différentes, hein? C'est 2 notions différentes. On parle de récession lorsqu'on enregistre un PIB, produit intérieur brut, qui recule sur 2 trimestres consécutifs. Autrement dit, de janvier au mois de juin, si le PIB recule de manière consécutive, dans ce cas, on parle de récession. Et on n'est pas encore à ce stade. Et on parle de dépression lorsque l'économie non seulement est en récession, mais reste dans cette récession, autrement dit, donc une situation durable. Donc du coup, elle ne pourra plus retrouver la situation normale pendant une période donnée. Donc c'est 2 choses différentes. Mais la chose la plus dangereuse, c'est vraiment la dépression. Et la dépression dans le monde a été, la dernière dépression, c'était en 1929, n'est-ce pas, la crise de 1929. Donc c'est des étapes, ce qu'on appelle le cycle économique, c'est des étapes. La phase première, c'est la phase récession. Et la seconde phase que tout le monde ne souhaite pas, c'est la phase dépression. Et vraiment, c'est la phase la plus dangereuse de toute l'économie. Et certains pays comme l'Afrique du Sud, la France, sont annoncés donc seront dans des situations de récession. Parce que leur produit intérieur brut qui mesure l'évolution économique d'un pays est en baisse, donc est en recul pendant 6 mois. Donc 2 trimestres consécutifs qui constituent donc les 6 mois. Bon, je pense que le chef de l'État, le 25 mars, il fait partie des premiers quand même à avoir demandé à ce qu'il y ait une annulation de dette. Et il n'a pas été le seul leader. Il y a d'autres chefs d'État comme Emmanuel Macron aussi qui ont demandé à ce que la dette donc, des pays pauvres comme ceux qui sont en Afrique soit annulée. Et en lieu et place d'une annulation, ils ont obtenu ce qu'on appelle un allègement de la dette ou bien même un report, donc une suspension du remboursement du service de la dette. Et aujourd'hui, on n'a pas encore une annulation, on a plutôt une suspension du remboursement du service de la dette. Le service de la dette, c'est les intérêts plus maintenant le capital. Et aujourd'hui, l'autre étape, c'est quoi? Ce que les dirigeants veulent, c'est une annulation. Et ce n'est pas du tout facile. Les annulations, on peut les avoir avec les partenaires bilatéraux ou bien les partenaires multilatéraux. Mais ce sera extrêmement difficile d'avoir une annulation auprès de ce qu'on appelle des investisseurs privés. Parce que la dette, c'est 3 éléments. Il y a la dette bilatérale entre 2 pays, il y a la dette multilatérale entre un pays et les institutions financières comme la BAD, la Banque mondiale, les FMI, et il y a ce qu'on appelle la dette commerciale ou bien la dette privée. Et la dernière étape aujourd'hui, les pays ont réussi à avoir, 77 pays ont réussi à avoir
une suspension de remboursement du service de la dette. Mais ils n'ont pas encore obtenu l'annulation de la dette. Donc, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, les négociations continuent. Espérons que ces pays puissent avoir gain de cause pour ce qui est de l'annulation de la dette. Mais ce sera extrêmement difficile quand même de l'avoir parce qu'il y a des conditionnalités qu'il faut remplir dans ce cas. Oui, bon, c'est que les États-Unis, effectivement, ont injecté de l'argent pour permettre aux investisseurs d'avoir de la... Parce que la bourse, c'est la confiance. Si la banque américaine accepte d'injecter de l'argent, des liquidités, mais les investisseurs retrouvent de la confiance pour maintenant aller sur le marché financier, pour maintenant accepter d'acheter les crédits, les dettes des États, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi, mais le problème c'est que c'est à court terme, c'est conjoncturel, c'est pas structurel, c'est pour régler une situation ponctuelle. Maintenant, le défi, c'est est-ce que dans la durée, les banques centrales pourront être en mesure de pouvoir, seront en mesure de pouvoir injecter à chaque fois de l'argent. Parce qu'on risque d'avoir une inflation. Parce que si on injecte trop d'argent alors qu'il n'y a pas de contrepartie, c'est ce que les monétaristes appellent un déséquilibre. Donc ce qu'on appelle la masse monétaire qui est injectée. S'il y a beaucoup de masse monétaire, s'il y a beaucoup d'injections de liquidités, cela peut entraîner effectivement une inflation. Mais aussi s'il y a une baisse de la masse monétaire, de la quantité de monnaie en circulation, cela peut avoir aussi, cela peut être une source d'inflation. Ce qu'il faut, ce que Friedman appelle l'équilibre, autrement dit, il faut équilibrer, que l'offre et la demande de monnaie soient stables pour que l'économie ne connaisse pas des perturbations en matière, donc comme l'inflation, etc. Donc ce qu'il faut dire, trop d'excès est nuisible, mais aussi si on n'injecte pas de liquidité, cela peut entraîner une inflation et c'est la population qui en pâtit. Bon, les bourses, c'est ce qu'on appelle, c'est des places financières sur lesquelles vous avez ce qu'on appelle des transactions, des entreprises qui sont cotées, mais aussi c'est des places où les États peuvent faire des levées de fonds à travers l'émission d'obligations. Et aujourd'hui, si les banques, par exemple, les banques centrales, comme la BCE en Europe, injectent de liquidités, cela permet aux banques commerciales de pouvoir lever des fonds aussi pour acheter des dettes des États, n'est-ce pas? Donc, les banques de second rang ont besoin de disposer de la liquidité pour pouvoir prêter aux entreprises, pour pouvoir prêter aux particuliers. C'est pourquoi ce qui explique les injections de liquidité qui sont souvent faites par la Fed aux États-Unis, par la BCE en Europe, par la BCEAO, la Banque centrale, ici même dans l'UEMOA, mais aussi dans la CEMAC, la BIAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, dans la zone CEMAC. Donc, si les banques font des injections de liquidités, c'est pour permettre aux autres banques de second rang, ce qu'on appelle les banques commerciales, de pouvoir disposer de liquidités pour acheter des dettes de l'État, ce qu'on appelle achat des dettes de l'État, ou bien même de prêter de l'argent aux entreprises, mais aussi de rassurer les investisseurs. C'est pourquoi si vous entendez parler d'une instabilité du marché financier, c'est parce qu'il y a une disponibilité de crédit, n'est-ce pas, de liquidité. Et s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas d'argent, les banques n'auront pas accès à des liquidités et du coup, les entreprises, les particuliers ne pourront pas avoir accès à l'argent. C'est moi, prions, respectons les gestes barrières et prions que la situation puisse se fermer tout de suite et retrouver quand même une stabilité parce qu'aujourd'hui, tout le monde souffre, tous les acteurs de l'économie souffrent parce qu'il y a une liaison, une corrélation entre la santé et l'économie. Parce que pour avoir de l'économie, il faut une bonne santé qui est gage de productivité, gage de compétitivité et gage de rentabilité. Aujourd'hui, il faut que prions pour que quand même la situation puisse passer et pour se retrouver dans un environnement beaucoup plus propice donc, pour une relance de l'activité économique nationale mais aussi internationale.